À l'époque, on avait une livraison sur 10 000 ensembles et lors d'un contrôle express dans l'entrepôt du client, le client s'est aperçu sur un contrôle statistique il nous manquait une gommette, donc un sticker sur un endroit dans un carton sur les vins qui avaient été échantillonnés. On a passé la nuit dans l'entrepôt à ouvrir la totalité des 10 000 cartons et contrôler la totalité de l'ensemble du matériel qui devait être livré le lendemain matin. Donc la non-qualité a un coût au Japon qui est totalement disproportionné par rapport à la raison en fait qui génère ce coût. Hello, bienvenue sur le podcast des Leaders sans frontières, le podcast où nous partons à la rencontre des meilleures pratiques managériales et entrepreneuriales, inspirées des différences culturelles et de l'international. Je m'appelle Paul Tressens et vis au Vietnam depuis 2022. En créant ce podcast, mon ambition est de vous aider à élargir votre champ des possibles et appliquer des méthodes venues d'ailleurs dans votre quotidien. Je vous souhaite un bon voyage avec notre invité pour un nouvel épisode des Leaders sans frontières. Bonne écoute! Bonjour Pascal, bienvenue dans le podcast des Leaders sans frontières. Bonjour Paul, merci de m'avoir invité. Je suis ravi que tu aies accepté mon invitation. Ce que je te propose pour commencer cet épisode, c'est que tu te présentes, tu nous expliques d'où tu viens et ce que tu fais actuellement. Oui. Eh bien, Pascal Gerber-Gaillard, je suis français, né en France, élevé en France, et j'ai quitté la France à partir de 2008, et je suis donc depuis basé entre la Chine et le Japon depuis 2008. Et à l'heure actuelle, je suis en charge de Vision Group en tant que directeur Asie-Pacifique basé à Tokyo. Très bien. Donc, tu me disais que tu t'es expatrié en 2008. Moi, c'est quelque chose qui va m'intéresser. L'histoire de ton expatriation, est-ce que tu peux me la raconter? Et est-ce que tu peux aussi m'expliquer l'histoire de ton enfance, qui, je crois, est liée à l'histoire de ton expatriation? Tout à fait. Donc, la raison de mon expatriation première au Japon, eh bien, c'est que tout petit, je suis tombé dans la marmite un peu comme Obélix, et c'était la marmite des arts martiaux, notamment judo. Donc, j'ai commencé le judo quand j'étais très jeune, je devais avoir 6 ans. Et de fil en aiguille, ça m'a amené à m'intéresser au Japon, à lire beaucoup plus sur le pays. C'était au moment où, fin des années 80, où le Japon était en pleine explosion avec la bulle. Donc c'était tout à fait intéressant, une modernité totalement différente et en tant qu'adolescent, ça m'a vraiment fasciné. Donc c'est là où j'ai commencé à établir mon plan, je veux aller au Japon. Et pour aller au Japon, je me suis dit que la meilleure manière était d'aller déjà apprendre le japonais pour l'aborder dans les meilleures conditions possibles. Donc j'ai attendu d'arriver à l'université pour apprendre le japonais et commencer par des stages qui m'ont permis donc déjà de découvrir le Japon. Du Japon, je suis passé à la Chine et de la Chine, je suis revenu au Japon. Voilà. Et depuis, j'ai pas arrêté de faire l'aller et retour entre les deux. Ok. Oui, tu es parti également en Chine. C'est vraiment entre ces deux cultures, entre le Japon et la Chine, que ta carrière s'est orientée. Tu viens de dire que tu as appris le japonais pour comprendre la culture japonaise. Moi, j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu sur ton cursus, parce que tu n'as pas fait que apprendre le japonais. Tu n'as pas une formation de linguiste, tu es plutôt scientifique. Est-ce que tu peux nous présenter ton parcours scolaire d'abord, qui est assez atypique? Atypique, je sais pas si c'est si c'est atypique. Au contraire, je trouve que c'est assez classique. À la seule différence que j'ai beaucoup fait du travail de mon père bouger en France, mais études standards, filière scientifique. Classe préparatoire ensuite à Paris, puis j'ai eu la chance de pouvoir rentrer à l'école polytechnique, où j'ai commencé le japonais. De là, j'ai continué sur une double formation à l'école des mines et à Sciences Po, où j'ai fait de la finance pour compléter un peu ma formation. Et ce sont des études assez longues, on va dire, mais qui m'ont donné la possibilité d'aller faire justement plein de stages, d'aller apprendre des choses assez complémentaires par rapport à background scientifique, et notamment donc le japonais et le chinois, que j'ai pu ensuite mettre à épreuve sur le terrain, avec quelques surprises, notamment en Chine. On va dire la confrontation avec la réalité et 1 an de chinois à raison de 2 heures par semaine fut assez rude. Oui, j'imagine. Moi, je disais atypique dans le sens où c'est vrai qu'on cumule aujourd'hui plusieurs diplômes, donc Polytechnique, les mines et Sciences Po. Quel était ton objectif quand tu as fait ces 3 diplômes?
tu pouvais pas juste partir après à la fin de tes études de Polytechnique? Alors non, puisque dans le cursus de l'école polytechnique, il est obligé d'aller faire une école complémentaire qui peut Mmh. se faire en France ou à l'étranger, et de plus en plus de jeunes camarades notamment vont compléter avec un master ou un PhD à l'étranger, en particulier aux États-Unis. Et depuis mon époque, enfin, bon, déjà à plus de 20 ans, la Sciences Po est devenue une école d'application, en fait, de l'école polytechnique, ce qui n'était pas le cas euh, quand je suis sorti, donc en 2003. Donc pour pouvoir faire Sciences Po, il fallait que je fasse une formation qui était validée par l'école, et faire les deux en parallèle. Donc une formation validée par l'école plus Sciences Po en parallèle était un petit peu chronophage, on va dire. Donc pour s'organiser et trouver quelque chose qui était aussi intéressant, j'ai choisi l'école des mines, qui permettait, puisque la localisation des campus, la montagne Sainte-Geneviève et à Saint-Germain était très très proche, de faire l'aller-retour sur des semaines plutôt chargées, on va dire, mais en tout cas gérer les deux en parallèle. OK. Et qu'est-ce que tu en as tiré, toi, justement, de ces enseignements, notamment, enfin, pas de ton bagage ingénieur, mais plutôt Sciences Po? Qu'est-ce que c'est venu apporter comme connaissance que tu n'avais pas par rapport à ton bagage scientifique? Très très complémentaire en fait sur deux aspects. Un, les champs théoriques sont très différents. Sciences Po a permis de couvrir beaucoup en sciences humaines, en géopolitique, en histoire, en réel politique, donc un certain nombre de matières scientifiques ou on va dire proches des sciences, que sciences sociales, que je n'avais pas pu approfondir ou découvrir à l'école polytechnique. Donc d'un point de vue théorique, c'était quelque chose de très complémentaire. Et ensuite, c'était un enseignement, notamment dans la filière que j'avais choisi, très pratico-pratique. Donc à l'X, l'enseignement reste extrêmement théorique, en tout cas l'été, pendant ma formation. Et le fait de se retrouver avec des praticiens, notamment pour la filière que j'avais choisie, qui était banque et finance, où on avait des consultants de McKinsey, de grands cabinets de conseil, des grandes banques de la place parisienne, qui faisaient partager au sein des petites classes, donc des travaux dirigés, leur expérience au jour le jour, était quelque chose qui était extrêmement valorisant. Troisième élément aussi, peut-être la capacité à synthétiser le fameux plan Sciences Po en deux parties, deux sous-parties, qui permet d'aller énoncer, on va dire, sur un sujet donné, ses idées de manière très claire et très concise. Chose que des fois, on va dire, on n'approche peut-être pas forcément avec la même, comment dire, visibilité ou facilité du côté des études scientifiques. Mmh. Par contre, Tout à la fait. vérité scientifique insérée dans un plan à Sciences Po donne généralement des résultats assez surprenants, ou plutôt bons. Donc c'est un bon mélange des genres. Tout à fait, OK. La science au service de la stratégie, de la finance, de la géopolitique, comme tu dis, d'accord. Exactement. Tu parlais justement de géopolitique, d'ouverture avec ce master à Sciences Po. Je vais revenir sur l'expatriation. Quand tu arrives au Japon, qu'est-ce qui te surprend, t'interpelle? Quand j'arrive la première fois au Japon, ça remonte à 2002, donc un peu plus de 20 ans. La première chose qui me surprend, c'est le décalage entre la modernité japonaise et la situation telle qu'on l'a vécue en Europe, et en particulier l'état d'avancement des Japonais à l'époque dans tout ce qui était télécommunications. Donc, pour donner un exemple très concret, les téléphones portables, à l'époque, c'était le WAP, l'iMode au Japon, et les Japonais avaient déjà des téléphones portables qui étaient capables d'aller prendre des vidéos en quasiment haute définition, de les envoyer sur le réseau, alors que je me souviens avoir mon vieux Nokia indestructible 3310 qui envoyait des SMS sur un écran noir et blanc. Donc l'écart phénoménal en fait au début des années 2000 entre ce qui était disponible en Europe et l'état d'avancement dans ce domaine japonais était assez sidérant. Pareil, les méthodes de paiement automatisé. Donc pour moi, d'un point de vue technologique, l'avance japonaise à l'époque, je me souviens qu'on avait visité aussi les labos de Sony, nous avait montré qui allait devenir le 4K par exemple, était assez frappant. Et ce qui est intéressant de voir est que après 20 ans après, en fait la situation a beaucoup changé, beaucoup évolué.
et que le Japon, sur certains aspects, est resté un petit peu bloqué, notamment sur des produits de grande consommation, dans fin des années 90, alors que le marché a évolué très rapidement sous l'emprise ou en tout cas le drive continu de grandes sociétés américaines pour pas les nommer, et aussi coréennes et chinoises. Donc, un certain un certain déclassement ou décalage, en tout cas sur la partie de produits de grande consommation, un recentrage sur le Japon, alors que d'une certaine manière le Japon avait tout pour aller conquérir, qu'on rester sur le devant de la scène, mais c'est pas ce qui s'est passé. Et justement, comment toi tu l'expliques? Parce que c'est vrai que dans cette région du monde, aujourd'hui, on voit le Japon a toujours été une puissance majeure, mais la Corée du Sud, maintenant, qui d'un point de vue technologique, était un pays qui est très avancé. La Chine, et on connaît aussi l'influence des États-Unis dans cette zone du globe. Euh, Comment tu l'expliques le fait que le Japon, justement, soit resté dans cette période-là où peut-être j'étais au Japon récemment, je trouvais qu'on était dans un environnement très traditionnel par rapport à la Corée où on est dans un environnement traditionnel, mais les hautes technologies ont un peu plus leur place. C'était mon ressenti de deux expériences, une en Corée du Sud et une au Japon. Les pays ont des trajectoires qui sont assez parallèles, quelque part, mais décalées dans le temps. Donc ça remonte aussi, c'est aussi vieux que la révolution industrielle où les Américains ont commencé à copier les Anglais, tout le monde a copié quelque chose, donc on commence par copier, ensuite on invente, on améliore. On arrive en haut du cycle et qu'est-ce que ça fait? On a un autre concurrent qui recommence le cycle après. Donc les Japonais en Asie ont commencé bien avant tout le monde, sont arrivés ensuite les Coréens, puis les Chinois. Donc au fur et à mesure qu'ils sont montés dans la phase de qualité, ça a aussi correspondu avec la partie d'expansion économique du pays, où une main-d'œuvre, on va dire, assez qualifiée, qui voulait reconstruire le pays, qui ne comptait pas ses heures, qui était aussi très jeune, avait pour volonté d'aller inventer, bâtir. Donc c'est toutes les success stories derrière des grands noms, les Sony, les Panasonic, Matsushita de l'économie japonaise. Et on est arrivé ensuite à un palier. Donc la crise des années 90, début des années 90 est arrivée, l'éclatement de la bulle, qui a fait que beaucoup de choses en fait se sont fossilisées quelque part. Le Japon a un peu perdu son mojo, pour dire les choses un peu simplement. La population était suffisamment vieillissante, les structures se sont raidies, ou en tout cas se sont épaissies, la prise de décision a été beaucoup plus lente, et donc petit à petit le processus d'innovation s'est rigidifié. On est moins sauté d'un bond d'une génération à l'autre, ils sont arrivés beaucoup plus sur du kaizen, sur de l'incrémental, ce qui d'un point de vue production est très bien, mais d'un point de vue produit grand public, peut-être un peu moins. Typiquement au début des années 2000, je me souviens encore de la sortie du mini-disque de chez Sony, alors que, par exemple, Apple a fait le saut carrément du physique au digital. Et chez Sony, ils ont pris le parti d'aller se dire non, mais on aime bien le physique, donc plutôt que d'aller faire un CD, on va faire un mini CD, et ensuite ça sera digital, mais on aura toujours un support. Ce qui les a mis en fait sur une route qui était en fait sans issue quelque part. Et donc ils ont manqué un certain nombre de tournants et de virages technologiques importants euh, pour tout un tas de raisons. Donc un, je pense interne aux sociétés, cette fossilisation. Deux, le fait qu'ils bénéficient encore et continuent de bénéficier toujours, même s'il se réduit, d'un marché intérieur qui est assez important, donc qui permet en fait d'aller rendre viable un certain nombre de technologies, à l'inverse des Coréens qui ont une population qui est 3 fois plus petite, donc qui dès le départ doivent penser en fait international pour aller vendre leur technologie. Les Japonais sont dans un environnement qui reste, on va dire, quelque peu confortable, où ils pouvaient se dire, ben voilà, je vais continuer à livrer mon marché national qui est très particulier, très différent, très difficile, parce que on parle japonais, nous sommes un archipel, donc c'est le sentiment Galapagos, on appelle ça, le sentiment Galapagos ici, que tout le monde, l'étranger, c'est très différent, ça n'a rien à voir. Nous, les Japonais, nous sommes vraiment particuliers et que donc il nous faut des produits spécifiques. Mais ce faisant, ils se sont alliés une bonne partie du marché international, ont perdu de la compétitivité dans certains secteurs clés, grande consommation notamment, pas dans tous, hein, typiquement voitures et autres qui sont assez compétitifs, mais il y a eu quand même un décrochage assez fort dans certains secteurs clés. Ok. On parle du Japon depuis le début. On va aussi parler maintenant de la Chine. Oui. Même question. Quand tu arrives en Chine, j'imagine
il y a des choses qui t'ont interpellé et pas forcément les mêmes? Ah, quand j'arrive en Chine, donc c'est juste après être passé au Japon, le décalage, la claque entre, la modernité ou la surmodernité japonaise et on va dire à l'époque donc, les pieds j'arrive à Pékin pour la première fois en 2004. En 2004 à Pékin, c'est la préparation des Jeux Olympiques. C'est un peu le Far West, on va dire quelque part et la Chine de manière générale, c'est croissance phénoménale. Des opportunités à tous les coins de rue, la ville qui change du tout au tout, tout reste à bâtir. Tout reste à bâtir. Donc autant le Japon était une modernité enfin, avancée, structurée, bien assez rigide par certains aspects, avec des codes et des règles bien en place. Autant la Chine, c'est vraiment le Far West. On arrive, ça part dans tous les sens. Tout le monde veut faire du business par ici, du business par là, peu importe la spécialité. Il y a tellement d'argent à faire que tout le monde se rue. Et il est vrai que vraiment beaucoup d'opportunités à ce moment-là, mais beaucoup moins de règles, beaucoup de réseaux, des manières de faire très différentes, l'influence du parti, enfin, beaucoup très différent, en tout cas de ce que j'ai pu voir au Japon. Donc, des manières de faire différentes, des ethos, des éthiques assez différentes. Par exemple, est-ce que tu peux donner un exemple sur justement les façons de se comporter? Parce que le Japon, on est dans des meetings, par exemple, des relations bien cadrées, très particulières par rapport à la Chine. Oui, ben, la prise de décision n'est pas la même. On va dire la manière de faire des affaires de manière générale n'est pas la même. Autant au Japon, des grandes sociétés vont plutôt maintenant tendance à privilégier le consensus. Non, généralement en Chine, on peut arriver une fois que le grand patron a dit oui, généralement ça met tout le monde d'accord et on peut arriver à faire des choses très rapidement. Donc un process qui avance par itération, qui va prendre du temps, qui va prendre des ressources, qui veut réduire au maximum tous les effets de bord possibles et cadrer tous les cas possibles et inimaginables de ce qui peut se passer et pas se passer, même avec des probabilités très faibles, versus le marché avance, il faut y aller, donc on va pas prendre le temps de tout considérer. Grosso modo, 80-20, ça c'est intéressant, le produit est bien, le service est bien. On sait pas encore comment on va faire, mais c'est pas grave, on signe le contrat, on y va. Donc vraiment une approche très différente, avec tout un tas de conséquences sur la qualité produit, la rapidité d'arriver sur le marché, la question du support, la question de la formation. Donc très stimulant, on va dire, du côté chinois, avec cette volonté d'aller faire les choses, qui peut avoir des conséquences un peu compliquées des fois, quand les gens ne sont pas forcément éduqués, formés ou prêts à assurer, on va dire, la pérennité de l'offre. Beaucoup de rotation des équipes à l'époque, et au Japon, un environnement qui était beaucoup plus rigide quelque part, mais beaucoup plus cadré, avec si on arrive à décrocher un contrat, on sait que tout va se dérouler derrière de manière cadrée, prévisible. Donc très imprévisible, avec beaucoup d'upside, contre très prévisible, mais beaucoup d'efforts à mettre en amont. Justement, quel a été un des plus grands défis culturels durant ces années en Asie? Peut-être si tu as un exemple marquant en Chine et un exemple marquant au Japon. J'en ai même un qui lie les deux. Comment faire fabriquer en Chine pour aller vendre au Japon, et notamment faire comprendre quand très simplement, donc dans un de mes postes il y a ça justement 15 ans, nous fabriquions en Chine, et je designais et je vendais à des grands clients de la cosmétique au Japon. L'approche de la gestion de projet, de la qualité produit, du rendu, du just on time, le respect des délais, le respect du détail, en Chine et au Japon sont pas du tout les mêmes. Pas du tout les mêmes. En Chine, à l'époque, c'était le royaume du chabudo, c'est à peu près. Donc, bon, sur 100 pièces, on en a 95 qui sont bonnes, il y en a 5 qui sont plus ou moins bonnes. C'est pas très grave, on va faire des pièces, des pièces rapportées, on va rajouter des choses, on va se débrouiller. La couleur est pas exactement la même. J'avais demandé orange, c'est sorti champagne. Oh, c'est à peu près la même couleur, hein. Allez, on reste copains, je te fais une réduction.
versus du côté japonais, il faut que 100% soit absolument comme décidé, livré à la seconde près dans les entrepôts, avec pas une erreur à côté. Et dans la réalité des choses, à l'époque, on avait une livraison sur 10 000 ensembles, et lors d'un contrôle express dans l'entrepôt du client, le client s'est aperçu sur un contrôle statistique il nous manquait une gommette, donc un sticker sur un endroit dans un carton sur les vins qui avaient été échantillonnés. On a passé la nuit dans l'entrepôt à ouvrir la totalité des 10 000 cartons et contrôler la totalité la totalité de l'ensemble du matériel qui devait être livré le lendemain matin. Donc la non-qualité a un coût au Japon qui est totalement disproportionné par rapport à la raison en fait qui génère ce coût. Et ça, faire passer ce niveau d'exigence là auprès de notre propre chaîne en fait de fabrication en Chine avait été extrêmement compliqué en fait. Les gens se rendaient pas compte puisqu'ils étaient dans des mondes qui étaient totalement disjoints, avec des rapports. Le même mot qualité pour eux sous-entendait des choses totalement différentes. Donc le fait de pouvoir faire comprendre, faire vivre, mener à la fois donc les équipes chinoises ici au Japon en face du client pour comprendre la problématique, c'est une leçon que j'ai retenue et que j'ai tendance à appliquer maintenant depuis dans chacun de mes postes. C'est pas limité à la Chine. Alors, j'ai les mêmes problématiques avec nos ingénieurs à l'heure actuelle, qu'ils soient français, allemands, américains. Et chaque marché a une approche très très particulière. Et pour des pays aussi singuliers que par exemple le Japon, il faut venir pour voir. Il faut venir pour s'en rendre compte. Il faut se frotter à la réalité. Il faut comprendre la problématique. Et on peut l'expliquer, mais c'est pas l'impact en venant est quand même beaucoup plus efficace. J'aimerais maintenant m'intéresser à ta carrière. Alors, je vais rapidement la résumer pour nos auditeurs et ensuite on s'intéressera à ton poste actuellement chez Vision Group. Donc, dans un premier temps, tu as évolué ce qui était Areva et qui est aujourd'hui Orano. Tu as évolué entre donc le Japon, la Chine. Tu as travaillé également pour Diam. Donc là, c'était plutôt des publicités. La publicité sur le devant, oui, Agence tout à fait. de publicité, ouais. Oui. Ensuite, tu as monté une structure où tu étais plutôt broker de matières premières à Hong Kong de 2009 à 2016. Tu vas basculer de ce métier-là sur l'agroalimentaire, plutôt avec Bio C'est Bon au Japon. Et continuer chez Unabis dans l'IoT et les télécoms. Moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est comment tu fais à chaque fois pour t'adapter à un nouveau secteur d'activité et à un nouveau poste qui est dans un pays, parce que tu switches entre le Japon, la Chine. Donc, quelle est la structure de ta carrière, en fait, par rapport à ces secteurs d'activité et ces postes? Le Japon, la Chine est même un périmètre plus large à l'heure actuelle, puisque je couvre la totalité de l'Asie-Pacifique. Donc Ouais, tout à fait. là encore, je découvre ou j'approfondis, on va dire, d'autres géographies. Alors, comment aborder des secteurs et pourquoi des secteurs aussi différents, puisque la raison derrière, ça s'est fait un petit peu au fur et à mesure des opportunités, des occasions que je voyais sur le marché. La force peut-être que j'ai et d'avoir une formation initiale qui m'a permis d'apprendre à apprendre quelque part. Donc, je n'ai pas la prétention de connaître tous les sujets à fond, ou en tout cas jusqu'au détail des détails comparé aux spécialistes, mais je peux m'approprier, on va dire 80% d'un sujet assez relativement rapidement. Et ceci est vrai dans n'importe quel secteur. Donc je peux me forger une compréhension à peu près relativement suffisamment fine pour être en mesure d'aller prendre des décisions, rentrer dans mon poste avec mes interlocuteurs, que ce soit mes collaborateurs, nos clients, nos fournisseurs, relativement rapidement. Après, il est vrai que certains secteurs sont plus ardus que d'autres. La deep tech est un peu ça permet de se remettre un peu au goût du jour et de dépoussiérer un petit peu un certain nombre de choses que j'avais vues en formation. Donc chaque secteur a ses sujets, ses problématiques, mais à la fin de la journée, dans des sociétés, des structures qui sont soit entrepreneuriales, soit des PME, soit des licornes à l'heure actuelle comme pour Vision Group, ou même des très grands groupes, ni de richesse que d'hommes. Donc
Ça n'est pas, je fais pas tout seul, je m'appuie sur une équipe. Ma force quelque part, c'est de comprendre quels sont les besoins, les drivers du marché, les besoins des clients, dans quel environnement compétitif, dans quel environnement structurel on est. Et j'ai eu l'avantage assez tôt dans ma carrière d'aller avoir une expérience en stratégie, développement, acquisition, donc euh, en- avec des professeurs quelque part assez forts dans leur domaine qui ont su me donner quelques clés d'entrée pour structurer cette vision-là, donc, que je mets à profit avec plus ou moins de bonheur dans mes aventures à travers la région. Et quand tu rentres dans un nouvel environnement, justement, est-ce que tu as des méthodes de travail que tu mets en place? Quelles vont être les premières actions que tu vas mettre en place? Comprendre, comprendre, encore une fois, quel est l'environnement. Donc, comprendre ce qui marche, ce qui a pas marché, s'il y a déjà des cas qui ont eu lieu, enfin, des choses à faire et des choses à pas faire. Typiquement, si je veux prendre un exemple un peu concret, quand j'ai été recruté pour Biocébon au Japon, typiquement alors, je suis désolé, mais c'est une réalité. Désolé pour Carrefour. J'ai pris comme business case Carrefour. Le Carrefour était rentré au début des années 2000 au Japon. Ils sont restés 3 ans. Ils sont partis très très rapidement, malheureusement, après un échec assez retentissant et 9 magasins. Donc j'ai analysé dans le détail pourquoi cette situation s'était produite, qu'est-ce qui s'était passé, qu'est-ce qui avait résonné avec les clients japonais, donc que ce soit en termes de produits, en termes de communication, en termes de stratégie, en termes de positionnement. Et j'ai pris un peu le revers de ce qui avait été fait chez Carrefour pour l'appliquer à Bio C'est Bon. Ça a été, comme nous n'étions pas à 100% mais avec un plus gros distributeur local qui d'ailleurs avait racheté Carrefour, le groupe Ion, il a fallu aussi convaincre, montrer, expliquer. Donc tout ceci a pris du temps, mais ça a été extrêmement positif puisque on a réussi en l'espace de un peu plus que de 4 ans et demi à faire quasiment 30 magasins, à bâtir un marché qui n'existait pas au Japon, et pour lequel tout le monde disait ça n'existe pas, ça n'est pas possible, le bio marchera jamais au Japon. Oui, sauf que pourquoi le bio ne marchait pas au Japon? Parce qu'il n'y avait pas d'offre, c'était pas un problème de demande, c'était un problème d'offre. Donc il faut savoir bien poser la problématique quelque part, trouver la bonne réponse. Il faut regarder déjà, faut poser la bonne question. Donc des études de cas, réfléchir vraiment de manière assez poussée à la stratégie, à qui emmener en termes de partenaires, en termes de clients, par où commencer, quelle est la tête de pont sur le marché, quels sont les premiers adopteurs pour le produit, donc où aller ouvrir les magasins dans le cadre de Biocément, comment positionner les produits avec toutes les contraintes que nous avions en termes de coûts, en termes d'approvisionnement, en termes de limitation d'assortiment au départ, pour ensuite lancer le business et à partir de là, pouvoir lancer le développement des produits en local, le marketing, chercher, étendre en fait avec la bouche à oreille et du marketing vraiment ciblé, notre base de clientèle. Ce qui finalement a relativement bien marché puisqu'on est passé en l'espace de 2 ans de quasiment personne sur Instagram à plus de 100 000 followers sur Instagram. Ce qui pour Ok. un supermarché bio qui n'avait pas d'avenir était quand même plutôt bien. Et la stratégie aussi de s'associer en local de façon à bénéficier d'un réseau existant pour pouvoir ne pas tout construire ad hoc, mais bénéficier d'une structure déjà existante et d'un réseau déjà existant permettant de gagner du temps. C'est exact. Alors, il faut être très clair sur quelles sont ses forces et ses faiblesses, on va dire. Hmm. L'avantage dans la distribution de s'appuyer sur un acteur existant est d'avoir, de la crédibilité en local, accès à tout un panel de fournisseurs, accès à des sources de financement aussi en local, accès à un réseau immobilier qui nous a permis d'aller faire un peu la stratégie du coup, de rentrer dans des emplacements qu'ils possédaient déjà pour aller faire nos premiers magasins et donc d'établir la marque, la visibilité. Donc tout ceci, un certain nombre d'avantages assez forts, un certain nombre de contraintes qui vont aussi avec, comme sur une pièce, hein, il y a le yin pour le yang, le revers de la médaille. Hem, Prise de décision, de manière collégiale avec le partenaire, donc beaucoup d'explications, beaucoup de temps passé à convaincre ou à aligner les équipes sur des choses qui pouvaient être un peu innovantes ou un peu différentes, un peu dérangeantes pour le marché japonais. Donc
il faut savoir, choisir ses batailles, où passer son énergie sur ce qui est fondamental, et ensuite après, bâtir un environnement qui soit suffisamment de confiance pour que les équipes avancent, que ce soit donc en local, ou avec les pays partenaires, donc les équipes que l'on avait en France, les équipes à Tokyo, qui se connaissent suffisamment bien, qui soient suffisamment confiance et qui s'écoutent suffisamment bien pour pouvoir arriver à bâtir un une res publica quelque part, une chose commune. Mmh. Et que l'intuitu personnel soit suffisamment fort pour que tout le monde aille à peu près dans la même direction pour avancer. Et comment cette petite marque française, j'utilise ce terme juste par rapport à Carrefour, Oui. a réussi enfin, comment est-ce que vous avez réussi à convaincre justement ce partenaire japonais de vous faire confiance, alors que justement il y avait une étude de cas qui prouvait que quelques années avant, l'un des plus gros acteurs du marché français avait échoué au Japon. Le partenaire est celui qui avait racheté Carrefour, et en l'occurrence depuis donc le propriétaire, dirigeant, directeur général du groupe Ion avait un intérêt certain, on va dire, pour la France. Et la France D'accord. reste dans le domaine du retail, un pays qui va dire boxe dans une catégorie supérieure à son poids. Beaucoup de chaînes très fortes, avec beaucoup d'innovation. Donc, que ce soit d'un point de vue des chaînes en elles-mêmes, de la technologie, ce que je fais typiquement pour un professionnel groupe à l'heure actuelle. On a pas oublier que Carrefour, le concept du supermarché, a été inventé en France avant d'être développé ou adopté ailleurs. Donc, on a quand même une capacité, des compétences, des connaissances assez fortes à valoriser. Et dans le domaine du bio, un certain nombre de business models qui étaient intéressants à regarder. Donc, le partenaire japonais avait fait son étude de marché, avait sélectionné ses partenaires potentiels, et tout est parti de là. C'est le partenaire japonais qui en fait a approché le Bio c'est bon en France. D'accord. Et ça s'est fait assez rapidement, puisque du moment où la première approche s'est faite et le premier magasin qu'on a ouvert à Tokyo, il s'est déroulé 1 an. Donc, les choses peuvent se faire vite au Japon, mais il faut parler et passer du temps avec les bonnes personnes. Justement, tu viens de d'énoncer Vision Group. Est-ce que tu peux expliquer ton rôle actuel au sein de Vision Group et ce que fait également l'entreprise, sachant que toi, tu as évolué de périmètre. Tu es aujourd'hui, comme tu l'as dit par avant, sur un périmètre Asie-Pacifique. Donc, je te laisse expliquer tes activités actuelles. Alors, Vision Group, nous venons juste d'être rebaptisés. Nous étions SES Imagotag. Donc, la Tout à fait. société, à l'heure actuelle, est donc à un peu plus de 32 ans d'existence. C'est le fondateur ou un des pionniers de l'étiquette électronique dans les magasins. Depuis, et enfin, le changement de nom reflète ce changement, on va dire, d'époque et euh, de, de plateau pour la société. Nous sommes passés d'une société qui faisait uniquement des étiquettes électroniques, donc plutôt, on va dire, orientée hardware, vers une société qui est centrée sur une plateforme et avec différents types d'objets connectés, donc ce qu'on appelle de l'IoT, pour aller générer de la donnée. Cette donnée étant stockée, analysée et convertie en action, donc dans les magasins, ou en insight, donc en idées, en analyse, au niveau des gestionnaires de catégories, au niveau du merchandising, au niveau des personnes au siège, des achats, pour aller prendre des décisions plus informées qui vont correspondre mieux aux demandes des clients, aux attentes des marques, tout en monétisant ceci dans le process. Donc, la société est cotée à Paris. On fait partie des 100 plus grosses capitalisations françaises à l'heure actuelle. Nous sommes une des rares sociétés tech qui grandissons avec du hardware encore à plus de 30% par an, et ce de manière continue depuis le début des années 2010. On vient de faire annoncer nos résultats, mais ils seront en ligne avec les attentes à plus de 800 millions d'euros par rapport à 600 millions l'année dernière. Cette année, on devrait faire 1 milliard. Donc, la croissance est absolument phénoménale, parce qu'on répond vraiment à des besoins de nos clients qui sont: que se passe-t-il dans les magasins, comment automatiser un certain nombre de processus qui sont longs, difficiles, qui prennent de la bande passante pour les associés en magasin, qui sont des tâches aussi répétitives, avec peu de valeur ajoutée, comme le changement de prix à la base, pour rendre le travail plus intéressant pour eux.
Ce qui veut dire aussi pour les clients qui viennent en magasin, avoir une meilleure expérience en magasin, puisqu'on dégage du temps pour les associés pour aller avoir cet engagement avec les clients. Donc, pour nous, c'est comment rendre le magasin beaucoup plus viable sur le long terme, comment faire une plateforme aussi pour aller servir le client en local et aussi à travers le e-commerce à partir du magasin, développer aussi toute cette partie-là, le online to offline, offline to online, avec une même plateforme qui reste au cœur le magasin. Donc, comme on l'a vu pour le Covid, on peut avoir de magasins, c'est terrible pour les villes, ça se vide. On a une mission quelque part qui est aussi très ESG, donc très orientée social environnemental. Et pour nous, ça passe donc par la digitalisation de ce que l'on peut faire dans les magasins. On a à l'heure actuelle quasiment 37 000 magasins équipés avec nos solutions dans le monde, que ce soit en Europe, dans les Amériques et en Asie-Pacifique. Comment vous vous adaptez aux marchés locaux? Parce que aujourd'hui, vous avez des solutions high-tech, que ça soit d'un point de vue hardware, mais également software, avec des IA, de l'analyse de données. J'ai vu que vous aviez sorti des étagères connectées Oui. pour contrôler les produits dans les magasins. Mais un marché mature comme par exemple le Japon ne va pas forcément réagir de la même façon et ne va pas utiliser votre technologie de la même façon qu'un pays en développement en Asie. Je sais pas, par exemple, moi je suis basé au Vietnam aujourd'hui. On n'est pas sur les mêmes supermarchés, on va dire, et les mêmes marchés tout simplement. Les formats sont pas tout à fait les mêmes. C'est exact. Donc, dans le monde du retail, tu as déjà des verticales qui sont différentes. Donc, tu vas pas traiter un supermarché comme tu vas traiter, par exemple, un magasin de sport ou un magasin de meubles, type IKEA ou encore un magasin de produits électroniques. Cependant, les problématiques de fond restent les mêmes. Tu as du staff, donc tu as des associés, il faut gérer leur temps de la manière la plus optimale possible, essayer d'avoir une visibilité la plus fine possible sur ce qui se passe en magasin, quelles sont tes ruptures, comment ton magasin est organisé, où sont localisés les produits, on appelle le planogramme, pour aller soit guider les clients vers le produit le plus rapidement possible, soit faire du réassort le plus rapidement possible quand tu es en rupture de produit, soit aller faire du picking, donc aller récupérer les produits sur les étagères, pour aller faire du e-commerce à partir du magasin. Tu peux faire avec Uber, Foodpanda, suivant où tu es dans le monde. Donc, les problématiques de fond entre les chaînes, entre les différentes verticales, entre ces chaînes-là, sont très similaires. Après, la différence, c'est en effet quelques spécificités métiers, les spécificités entre les différents pays. Typiquement, prends le Japon ou le Vietnam, l'écriture va pas du tout être la même. Donc, tu vas avoir des problèmes de définition, notamment en Asie, les caractères étant plus compliqués ou plus denses quelque part que sur de l'alphabet romain. On a besoin d'une définition pour les étiquettes électroniques qui est plus importante ici qu'en Europe, pour avoir un rendu qui soit très précis. Les environnements de magasins sont pas les mêmes. Donc, quelle taille, quel produit on va mettre en avant va varier un tout petit peu suivant l'environnement magasin. Et ensuite, ça va être une question de retour sur investissement. Donc, en termes de retour sur investissement, un des paramètres très importants est le coût de la main-d'œuvre. Donc, au Vietnam, on va dire dans un certain nombre de pays d'Asie du Sud-Est où le coût de la main-d'œuvre reste assez faible, le retour sur investissement uniquement dans le cas des étiquettes électroniques n'est pas toujours évident. Mais cette plateforme-là permet d'aller bâtir d'autres solutions qui vont améliorer l'expérience client, qui vont permettre d'aller générer des flux supplémentaires, notamment auprès des marques. Donc, ça n'est pas qu'une solution, c'est un panel de solutions qui doit faire sens pour le client dans son ensemble. Après, plus le coût horaire est important, plus le retour sur investissement est important. Et ce que l'on voit, c'est que les prix changent de plus en plus vite, notamment du fait de la vague d'inflation que l'on a depuis le Covid. Donc, la nécessité de mettre à jour les prix entraîne un travail supplémentaire du côté des équipes qui renchérit le coût global, donc qui, pour nous, rend la solution plus intéressante. Que les staffs sont de plus en plus difficiles en fait à trouver parce que ils vont trouver du travail qui est mieux payé ailleurs dans un secteur différent que celui du retail. C'est le cas par exemple du Japon. Le Japon finalement a un coût de main-d'œuvre, le taux horaire reste très très faible par rapport à l'environnement global puisque c'est 1200 yens à peu près en moyenne de l'heure, correspond à peu près à 8,50 €.
de l'heure, chose égale par ailleurs. Donc c'est très faible. Par rapport à la France, par rapport aux États-Unis où nous étions chez Walmart, Walmart, ils sont à l'heure actuelle en moyenne à 18 $. 18 $ de l'heure. À New York, où j'étais la semaine dernière, chez McDonald's, c'est 22 $ de l'heure. À New York. À 22 $ de l'heure, ça fait cher la minute employée, en fait. Donc il faut vraiment être attentif à comment le temps des associés en magasin est utilisé. Donc plus le coût horaire est important, plus les solutions font sens et le sens de l'histoire, et que le coût horaire augmente partout. Mmh. Donc à la fin de la journée, c'est ce que l'on voit. Nos solutions sont adoptées de plus en plus, de manière de plus en plus globale, et même dans des pays, même on va dire à coût de main d'œuvre qui est jusque-là relativement bas, pour tout un tas de raisons, sont en train de se mettre à la digitalisation en magasin. On vient de parler des solutions, maintenant on va parler des hommes. Tu as un périmètre justement qui s'est agrandi, qui est aujourd'hui, sur l'Asie-Pacifique. Comment est-ce que tu fais pour prendre les différences culturelles dans ton travail au quotidien? Il est bien de comprendre un peu le background culturel. Ça veut dire, se documenter sur l'histoire du pays, sur les manières de faire. Donc ça, c'est un travail un peu personnel. Et encore une fois, on peut pas tout faire tout seul. Donc le plus important, c'est de bâtir une équipe qui soit vraiment en mesure d'aller couvrir ces sujets-là. Et non seulement les sujets qui sont propres au marché, donc la connaissance du marché, mais aussi faire l'interface avec nos équipes, nous en interne, pour aller faire passer les messages. Donc ça veut dire des gens qui ont au minimum une biculturalité, donc qui peuvent comprendre les problématiques locales et qui sont aussi en mesure d'aller expliquer, on va dire d'une manière qui soit compréhensible, euh, les problématiques locales. Donc dans mon équipe, là, quand j'ai pris on a commencé à développer l'équipe, j'ai embauché beaucoup de binationaux, donc des D'accord. franco-japonais ou des locaux qui ont passé un temps, on va dire relativement, soit de formation, soit de travail à l'étranger, dans des pays soit anglophones, soit francophones. C'est vraiment cette capacité à faire le lien entre le marché local et on va dire les équipes qui ne connaissent pas, qui sont ou les partenaires qui ne connaissent pas, qui sont pas en local. C'est extrêmement important. Maintenant, plus la OK. société se structure et plus la société grandit, plus on a besoin de gens qui sont sur le terrain pour aller gérer, on va dire, uniquement en local avec les clients locaux. Donc, on a moins besoin de gens qui sont à l'interface. Néanmoins, pour moi, avoir ces personnes, certes limitées dans l'organisation, mais qui sont capables d'aller faire cette interface-là, est absolument critique pour le succès en fait de l'aventure. Sinon, les gens se comprennent pas. Et si les gens se comprennent pas, il n'y a aucune chance qu'on puisse avancer dans la bonne direction. Le monde du retail, c'est un monde qui est très intense, où il faut absolument délivrer, la satisfaction client est primordiale. Ça engendre aussi des situations difficiles, des situations stressantes. Comment est-ce que toi tu gères le stress au quotidien? Encore une fois, je reviens à la base, mais la formation a pu me procurer, c'est que relativement jeune, j'étais mis dans des environnements à forte pression pour les concours, avec des examens. Tu connais le parcours, donc ça n'est pas quelque chose qui m'est depuis le départ totalement étranger. Donc la capacité de résistance à la pression, la capacité de travail se se joue se jouait aussi pas mal là. Et derrière, j'allais dire à l'heure actuelle dans mon environnement de travail au quotidien, oui, on rencontre des problématiques tous les jours. La situation normale, c'est qu'il y a un problème. On va dire que tout tourne bien parfaitement. Je pense qu'on aspire tous à arriver là, mais dans les faits, ça se passe relativement peu comme ça. Donc pour moi, l'important, c'est de bâtir des relations de confiance suffisamment fortes en fait avec nos partenaires, nos clients, pour quand un problème arrive, qu'on soit en mesure d'aller répondre dans un environnement qui soit relativement positif, ou en tout cas qui permette d'aller mettre les choses sur la table aux problématiques qui, dans tous les cas, vont arriver. Et il est certain que des problèmes vont arriver. Après, c'est est-ce qu'on a mis les mécanismes en place pour en discuter? Est-ce que la relation est suffisamment forte pour essayer de trouver une solution en fait au problème?
et non pas rejeter la faute sur l'un des partenaires, enfin que l'un rejette la faute sur l'autre, et que on sorte de cette épreuve diminué par rapport à grandi. Donc oui, j'ai des cas très concrets en tête où quand je suis arrivé, on avait un problème de qualité à régler. Donc le client final était absolument hors de lui, notre intégrateur était au bout quelque part au bout du rouleau, savoir plus trop comment faire. Il a fallu tout rebâtir, montrer en faisant des processus très step by step, un pas après l'autre, qu'on s'intéressait au problème, commençait à trouver des solutions, des pistes, et en bâtissant la confiance, on a réussi à trouver des solutions. Donc personne n'aime avoir des problèmes, euh, moi pas plus qu'un autre. Par contre, la réalité des choses est que la vie est une série de problématiques à résoudre. Donc, pour moi, bâtir la confiance et trouver ces mécanismes, mettre ces mécanismes en place pour pouvoir en discuter de manière ouverte. Est-ce que tu as un challenge situationnel marquant qui a été révélateur dans ta carrière et t'a fait grandir? Je peux raconter mon arrivée en fait, mon arrivée chez Bio C'est Bon. Donc, c'était assez révélateur. Donc, la société au Japon pour créer Bio C'est Bon Japon avait été créée à partir d'avril, non c'était avril en 2016. Et d'avril 2016 à juin 2016, les équipes qui étaient uniquement japonaises en fait au Japon et qui venaient du partenaire d'un point de vue exclusif avaient commencé à travailler avec les équipes de Bio C'est Bon qui étaient en France sur l'ouverture du magasin. Bien évidemment, la distance, pas d'intuitu personnel, une manière d'approcher les problèmes totalement différentes, des gens qui venaient de la grande distribution par rapport à un distributeur de spécialité parlaient pas la même langue. Ça n'était pas la même culture, ça n'était pas la même langue, ça n'était pas la même culture de travail. Donc en fait, ça ne pouvait pas coller. Ça pouvait pas coller. C'est pour ça que à l'époque, donc l'équipe de direction en France avait cherché à envoyer quelqu'un au Japon. Donc quand je suis arrivé, j'avais négocié en fait, j'avais j'avais été très clair sur le fait qu'il fallait être placé au bon niveau dans la hiérarchie en fait au sein de l'équipe au Japon, puisque j'étais au départ quelque part une pièce rapportée, qui n'était pas prévue, pas prévue. Euh, ce qui n'a pas été fait. Donc j'ai été parachuté en fait au Japon sans la bonne introduction. Donc l'équipe pensait que j'allais rester, une équipe au Japon pensait que j'allais rester un mois juste pour l'ouverture du magasin et qu'ensuite j'allais rentrer en France. Ce qui n'était pas exactement le cas, puisque j'étais de facto numéro 2 de la société. Et donc, quand ils se sont rendus compte de ça, ils se sont dit, oula, mais en fait, c'est l'œil de Moscou. Il a été nommé de Paris pour aller nous espionner, pour aller nous critiquer, pour aller nous rendre la vie beaucoup plus compliquée. Ce qui était absolument pas le but. Le but était d'aller justement bâtir ensemble pour aller faire que ce soit un succès. Donc, il a fallu tout rebâtir à partir de zéro, toute la relation, en expliquant le pourquoi du comment. Et en fait, ça s'est bâti au fur et à mesure où ils ont vu quelle était la valeur que je pouvais apporter. Donc, faire passer les messages, obtenir des ressources, leur faciliter l'exécution, arriver à mettre en place un certain nombre de modèles qu'ils ne connaissaient pas. Donc, vraiment travailler dans la durée, très pratique, dans les tranchées, en fait, avec les équipes sur le terrain pour arriver à bâtir cette confiance-là. Donc, quelque chose que j'ai retenu, ou une leçon que j'ai appliquée un peu tous les jours, et qu'à à la fin de la journée, montrer l'exemple. Et ça se passe pas mal dans la tranchée, en fait, surtout au départ. Donc, Oui, il bien faut y sûr. aller, il faut prendre la pelle, il faut creuser. Il n'y a pas d'autre choix. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière? De pas vouloir faire les choses trop vite, en fait. Ok. Quelque part, de me hâter lentement. C'est-à-dire que pour aller faire les choses bien, si on se rush trop, on va laisser de côté pas mal de choses. Donc, il faut prendre, il faut savoir prendre le temps. Et c'est vrai que quand j'étais un peu plus jeune, j'étais un peu plus impulsif, on va dire. Que j'ai peut-être passé, je suis passé un peu trop vite sur un certain nombre d'étapes qui m'ont manqué pour la suite. Donc, la carrière ou en tout cas la vie, c'est un marathon avec beaucoup de sprints.
mais c'est pas un sprint continu. Il faut savoir se gérer aussi dans la durée. Et je pense que comme dans beaucoup de choses, savoir bâtir des fondations en fait solides est quelque chose qui est vraiment important pour la suite des événements. Donc, je suis passé à quelques moments un peu trop vite sur la partie fondation. Et un de mes anciens managers m'a permis de prendre ça un petit peu en compte et travailler sur cette partie-là. Une question assez liée à ce que je viens de te poser. Est-ce que justement tu as une citation ou une maxime qui te guide? Il n'y a pas de bon vent pour qui ne sait où il va. Donc, savoir quelle direction tu veux aller, savoir quelles sont les ressources et les moyens que tu vas mettre pour aller atteindre ton but. Donc, se donner des objectifs, des plans, qui peuvent être à 5 ans, 10 ans, et ensuite répartir ça. C'est un peu bateau, mais sans ça, il n'y a pas de progrès possible. Donc, c'est vraiment définir un cap et ensuite allouer Exact. des ressources en fonction du cap et des objectifs déterminés. Ouais. Exactement. Et ensuite vérifier si le cap est le bon ou pas et ajuster au cours le coup. Mais avancer comme sans direction prédéfinie ou savoir où tu vas, ça reste très pas la meilleure manière, on va dire. Voilà. Où est-ce qu'on peut te suivre ou te contacter? Tu peux me contacter très facilement sur LinkedIn. Super. Merci beaucoup pour ton temps et d'avoir encore une fois accepté cette invitation et pour la qualité de cet échange, Pascal. Ça a été un plaisir d'échanger avec toi. De même, Paul. Merci beaucoup. Notre émission s'achève. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez de nouvelles idées pour élargir vos horizons. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube ou d'ajouter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode des Leaders sans frontières. Au revoir.